Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez bien commencé la journée, que vous êtes bien installés avec un café, un thé. Et ce matin, c'est un webinaire spécial parce qu'il s'inscrit vraiment totalement dans l'ADN de Zulu. Zulu, en juste 2 mots pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, c'est la première communauté de freelance indépendants, 100% dédiée aux études de marché et à la data. Et en fait, avec Zulu, on a 2 ambitions. La première, c'est de connecter les entreprises qui ont des besoins de compétences avec des talents qui ont ces compétences, en le faisant rapidement et de manière simple et facile. Et puis d'autre part, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, créer les conditions d'une plus grande complémentarité entre les spécialistes de la data et les spécialistes études de marché. Parce qu'on est convaincu que cette complémentarité, elle sera de plus en plus importante dans les mois et dans les années à venir. Et pour ça, il faut d'abord se connaître, comprendre comment on pourrait potentiellement travailler ensemble et comment ces complémentarités sont possibles avant de pouvoir vraiment envisager de travailler ensemble. Et c'est exactement l'objectif de ce matin. Et on l'a pensé en fait comme une série. Les plus âgés d'entre vous, dont je fais partie, auront peut-être fait l'analogie entre When Insight Meet Data avec le film Quand Harry rencontre Sally. Je ne sais pas si ça parle. Il est sorti en 89, donc ça ne nous rajeunit pas, avec Meg Ryan et Bill Crystal. Et en fait, les 2 protagonistes, alors vous voyez, on est dans une salle, ça va revenir, où la lumière s'éteint parfois, donc ne vous étonnez pas si on est parfois dans le noir, et la lumière revient derrière. Les 2 protagonistes, en fait, ils ont été à la fac ensemble, ils se croisent, ils se perdent de vue, ils se recroisent avant qu'ils commencent à écrire leur vie ensemble. Alors, je ne sais pas qu'ici on construira des histoires d'amour. Il y a plus de 70% de femmes qui travaillent dans les études de marché et plus de 70% d'hommes qui travaillent dans la data. Ça pourrait être une première bonne raison de se rapprocher. Mais j'espère qu'à minima, en tout cas, on vous donnera envie d'explorer les complémentarités possibles. Un énorme merci à Thierry, Marie-Laure et Antoine, nos 3 protagonistes. Je vais laisser Philippe Lemaguerès dans un court instant les présenter. Philippe, c'est vraiment le maître de cérémonie ce matin. Un certain nombre d'entre vous le connaissent bien. La complémentarité Insight Data, c'est vraiment son terrain d'expression qu'il a développé pendant plusieurs années en tant que DGA chez OpinionWay. Et aujourd'hui, il aide les organisations en fait à reconnecter les données, les idées, les équipes. Et l'approche qu'il a vise à transformer des données complexes en possibilités de collaboration et d'impact durable en créant justement des ponts entre les experts Insight et Data. Et donc, c'était vraiment la personne parfaite pour être le maître de cérémonie ce matin. Et Philippe, la parole est à toi. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure à la fin de ce premier épisode. Bonjour Guillaume, merci beaucoup pour ton message. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien et merci de vous être connectés ce matin. Je suis très heureux également de contribuer à cette initiative de Zulu. Alors Guillaume vous a expliqué pourquoi Zulu lance cette initiative When Insight Meet Data. Moi, je vais vous partager comment nous l'avons concrètement imaginé, étape par étape. Alors 5 principes en fait nous ont guidés. Premier principe, créer une rencontre. Parce qu'avant de collaborer, il faut déjà se rencontrer, se parler et se comprendre. Donc, créer une rencontre, bien entendu, entre un spécialiste des insights et un spécialiste data, mais aussi avec un annonceur. Nous avons fait travailler ensemble les protagonistes à plusieurs reprises pour construire ce webinaire. Ils vont se présenter dans quelques minutes. Principe suivant, partir d'un cas réel. Parce que rien n'est plus parlant qu'un vrai besoin exprimé par une marque. L'annonceur que nous avons sollicité a partagé avec nous un vrai enjeu business, il y reviendra. Ce matin, on va voir comment une approche hybridée permet d'y répondre concrètement. Troisième principe, contribuer à rapprocher, comme le disait Guillaume, ces 2 univers. Parce que la magie opère quand un expert data et un expert insight confrontent leurs visions et se comprennent. Ce cas permet de mettre en situation réaliste un expert data, un expert insight et de les faire dialoguer, travailler ensemble sur une problématique spécifique. Chacun voit le monde avec son prisme et apporte sa valeur à un projet qui dépasse les parties. Nous avons également une rubrique traduction simultanée, un même terme expliqué
par chaque spécialiste. Cela illustre, à mon sens, très concrètement pourquoi il faut se parler. Quatrième point, l'approche pédagogique, parce qu'on apprend toujours mieux en comparant le chacun de son côté avec le fait ensemble. Et pour illustrer au mieux les bénéfices de l'hybridation, nous avons demandé à chaque spécialiste de nous dire comment seul il aurait réagi à la problématique soulevée par Thierry. Ensuite, le fruit de leurs travaux communs sera présenté pour montrer concrètement ce que la collaboration apporte. Nous avons demandé également à Thierry, notre annonceur, de faire un retour sur ses approches en solo et en duo. Enfin, cinquième et dernier principe, interaction, séance de questions-réponses avec vous. Donc, j'en profite pour vous dire, il y a un chat, posez vos questions au fur et à mesure et Guillaume fera la démarche de tri pour les faire poser pendant cette séance. C'est vrai que ces démarches existent, mais elles sont encore rares. C'est pourquoi nous avons prévu cette séance pour favoriser en fait l'appropriation de ces approches par le plus grand nombre. Maintenant, place au concret et surtout à nos trois intervenants du jour. Donc Thierry, Marie-Laure, Antoine, on a hâte de vous entendre. Bonjour à tous, moi c'est Thierry Darras, je suis directeur marketing études au sein de la régie publicitaire du groupe Le Monde et je tiens à remercier Guillaume et Philippe pour m'avoir invité à témoigner, effectivement, à partager avec vous notre expérience de l'utilisation de la data au service de notre capacité à travailler, à aller chercher de nouveaux abonnés. J'ai un parcours de 12 ans au sein du groupe Le Monde et après des expériences à l'IFOP, au département médias, puis au Figaro en tant que directeur marketing adjoint de la régie publicitaire. Et mes missions aujourd'hui consistent principalement à développer notre connaissance des lecteurs et de nos abonnés pour à la fois nourrir les commerciaux de la régie dans leur compétition avec les concurrents, mais aussi alimenter les rédactions et les services abonnés. Marie-Laure. Bonjour à tous, merci aussi de me faire participer à ce webinaire et bonjour à tous ceux que je connais et que je vois dans le chat. Alors moi j'ai passé 3 ans dans les médias, en presse quotidienne régionale, presse quotidienne, presse magazine et presse professionnelle et 15 ans chez Ipsos à étudier les médias dans toutes leurs composantes, aussi bien sur les marchés que sur les consommateurs. Et Antoine. Merci, bonjour à tous. Merci encore aussi de nous avoir invités. Donc, moi, je suis Antoine Moreau, ma société est spécialisée en data science. On l'a créée il y a une douzaine d'années avec mon associé et auparavant, j'ai travaillé d'abord à l'INSEE puis ensuite chez Ipsos. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer au pitch de la rencontre. Donc, je repasse la parole à Thierry. Très bien. Donc, effectivement, pour poser le cadre de cette rencontre, c'est important de rappeler que mon secteur, le secteur des médias d'information digitale, va vivre une révolution sans précédent parce que le modèle qui était auparavant, dans les années 2000-2010, soutenu beaucoup par la publicité sur le numérique, aujourd'hui fait face à un défi existentiel parce que les réseaux sociaux, la télévision vont capter désormais une part considérable des investissements publicitaires qui va forcer effectivement tous les médias d'information à repenser complètement leur approche économique. L'idée, c'est de moins dépendre des fluctuations du marché publicitaire. Donc la réponse, ça a été effectivement de passer à une migration stratégique vers l'abonnement et plus particulièrement vers l'abonnement numérique. Alors cette transformation, ce n'est pas qu'une adaptation, c'est simplement une opportunité aussi pour nous de recréer une relation directe et durable avec nos lecteurs qui est basée sur la valeur du contenu. Donc en fait, on a au quotidien un double défi. Le défi déjà de la lutte contre le churn. C'est effectivement important pour nous de fidéliser nos abonnés existants en comprenant précisément leurs attentes et leurs usages. C'est probablement la partie la plus facile parce qu'il est moins coûteux, moins coûteux notamment en temps d'aller chercher à fidéliser des lecteurs que d'aller en conquérir. Mais évidemment, on ne peut pas se contenter que de lutter contre le churn. Il faut évidemment beaucoup axer notre travail sur la conquête, séduire de nouveaux lecteurs, mais évidemment les identifier pour effectivement ensuite pouvoir éventuellement les convertir dans un environnement qui, vous le savez, est très concurrentiel. Ce n'est pas seulement l'environnement des médias d'information, mais aussi l'environnement de tous les applications de loisirs qu'on connaît toutes, les Netflix, les Spotify. Et donc, on est en compétition aussi avec ces services-là. Alors, évidemment, notre enjeu
L'enjeu, c'est d'aller chercher, comprendre les lecteurs gratuits pour ensuite pouvoir les transformer en abonnés. Et évidemment, l'idée, c'est de comprendre que ce vivier de lecteurs gratuits, c'est un vivier de nos futurs abonnés. Et donc, on a comme enjeu au quotidien de quantifier précisément notre potentiel de croissance, en essayant d'imaginer combien de lecteurs gratuits on pourrait aller chercher, identifier évidemment les segments les plus prometteurs, pour en fait, derrière, pouvoir développer des messages personnalisés qui vont résonner avec leurs attentes spécifiques et optimiser le parcours de conversion. Ça, c'est vraiment le travail des équipes abonnement. L'enjeu, il est absolument considérable pour nous parce que c'est l'enjeu de transformer l'engagement gratuit en engagement payant en créant une proposition de valeur qui va être très forte chez nos audiences. Donc voilà, c'est le contexte dans lequel on évolue et pour ça, effectivement, on a deux types d'outils pour pouvoir justement piloter cette conquête. C'est d'une part les traces numériques que vont laisser nos lecteurs tout au long de leur surf dans nos environnements. Donc on relève notamment les cookies first party, les cookies third party, mais leur log aussi de navigation, leurs données comportementales. Donc ce sont des signaux qui vont nous offrir en temps réel le parcours des utilisateurs et les interactions surtout avec nos contenus. Et puis, on a aussi un autre type d'outils à la maison. Ce sont des études que l'on fait avec des instituts d'études, notamment sur des études qu'on appelle déclaratives, qui vont nous aider à mieux comprendre les motivations profondes de nos lecteurs, leurs besoins qu'ils n'ont pas forcément exprimés de manière très forte. On va essayer de capter un peu les signaux faibles, et puis surtout essayer de comprendre quels sont les freins à l'abonnement de ces lecteurs-là. Merci Thierry pour ce pitch précis. Alors, comme évoqué en introduction, on va maintenant solliciter Marie-Laure et Antoine pour avoir la réponse qu'ils auraient apportée face à ce brief avec leur casquette spécifique à chacun. Et j'en profite pour remercier Antoine. Pour ceux qui le connaissent, Antoine va avoir un rôle de composition ce matin en prenant une casquette purement data, ce qui n'est pas son habitude, on va dire. Alors, je vais passer déjà la parole à Marie-Laure pour nous dire finalement comment elle voit cette problématique, comment elle voit le monde de son côté, sans mauvais jeu de mots. Merci Philippe, merci Thierry de ce brief qui est très clair. Alors, effectivement, l'avantage de ton brief, et des abonnés numériques, c'est qu'on dispose d'un vivier d'adresses qui est très important. Donc ça, c'est un point de départ qui est très fort, parce que ces études-là, vous allez voir, on n'a rien proposé de très, très nouveau, très révolutionnaire. Ce sont des études qu'on menait déjà il y a 20 ans, ou même auprès des abonnés print. Donc là, on va aller plus loin avec les abonnés numériques, et d'autant plus qu'on a effectivement des sources fichiers de clients internautes qui sont extrêmement élevés et a priori de très bonne qualité. Vous le savez, les fichiers clients, s'ils ne sont pas de bonne qualité, on a une mauvaise étude. Donc d'avoir des fichiers de bonne qualité, c'est de l'or pour les études. Et donc alors ce qu'on propose déjà, c'est effectivement bien connaître les clients. Alors les clients, ça va être qui? Ça va être aussi bien les abonnés qui sont déjà abonnés au monde numérique, mais aussi les prospects pour pouvoir connaître les ressorts, les motivations, pourquoi ils se sont abonnés, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils aiment, et pour les prospects également, quel est leur rapport à un abonnement potentiel et également quelles seraient leurs intentions d'abonnement à une offre numérique du monde. Voir effectivement comment on pourrait un petit peu les séduire par rapport à leur centre d'intérêt, par rapport à leur motivation, même aussi après avec toutes les questions d'image du monde qui vont être bien sûr indispensables sur les supports de consultation, la caractéristique sociodémographique, etc., etc. Rien de nouveau. Donc faire une enquête parallèle en ligne auprès des abonnés du monde et des prospects du monde numérique. En analyse, on compare les deux populations, on voit les ressorts des deux sur les motivations d'abonnement qui pourraient être pour les prospects afin de construire un score potentiel d'abonnement. Vous savez que quand on construit un score potentiel, on ne prend que la réponse 1 à l'intention d'abonnement, on prend que le certainement, et encore, si on va être encore plus puriste, on le pose cette question en 2 fois. Une fois en global, auriez-vous l'intention de vous abonner? Une deuxième fois en mettant le prix.
et on ne prend que les communs à ceux qui ont répondu aux 2 questions. C'est vraiment ça pour faire le potentiel d'abonnés au monde numérique. Donc, à partir de ces analyses, on propose une typologie auprès des 2 populations pour déterminer effectivement des personas, parce qu'une fois qu'on connaît bien, qu'on se représente bien son lecteur et son prospect, ça permet effectivement pour le marketing abonnement de pouvoir construire des offres et des insights adaptés à leur centre d'intérêt et à leur motivation. Et surtout, donc ça c'est le premier axe, et même aussi pour les services associés, rédaction, etc., et toutes les diffusions, etc., ça permet aussi de mieux connaître son lecteur. Et enfin, en fait, cette typologie aussi permet de trouver quelles seraient les questions les plus discriminantes, ou en tout cas les questions indispensables qu'il faut poser à chaque fois, et ce qui permettrait de réduire le questionnaire. Parce qu'effectivement, ce premier questionnaire, forcément, pour construire une typo, il est plutôt long. Alors, on sait qu'il ne faut pas dépasser les 15-20 minutes, plus de 15 que 20. Et là, l'objectif, c'est effectivement d'avoir une réduction de questionnaire à partir des questions les plus discriminantes qu'on pourra poser par la suite. Mais ça, on le verra juste après. Donc, voilà, pour résumer, un quanti assez simple, finalement, quanti plus analyse typologique à partir des abonnés et des prospects. Alors, merci Marie-Laure pour la présentation du dispositif conduit seul face au brief posé par Thierry. Alors, on va solliciter maintenant Antoine dans un rôle de composition à nouveau pour nous dire d'un point de vue data, qu'est-ce qui est légitime, logique de faire face à cette problématique. Merci Philippe, merci Marie-Laure. Alors merci peut-être Sally, je devrais plutôt faire allusion au film, excellent film dont parlait Guillaume. Alors Sally, elle est un peu high maintenance, donc on va peut-être commencer par voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, donc avec les données qui sont disponibles et qui sont très riches. Donc on va faire une modélisation. Alors, moi je suis data scientist, un data scientist ça fait une modélisation. Dans une modélisation, on a une variable qui est expliquée, c'est l'abonnement qu'on observe, et des variables explicatives. Les variables explicatives, c'est toutes les données qui sont disponibles sur le comportement des lecteurs gratuits du monde, le comportement de search, on a plein de choses, des données sur ce qu'ils sont allés lire, combien de temps, combien de fois, bref, toute une série de données qu'on va utiliser pour modéliser l'abonnement. L'abonnement, c'est un choix 0-1, on va faire un modèle de choix discret, là aussi rien de révolutionnaire. On pourrait faire, il y a 20 ans, on aurait fait une régression logistique, maintenant on va faire des random forest, peu importe, on va faire une modélisation. On va se poser les questions habituelles dans une modélisation. C'est quoi la profondeur de données qu'on a? Qu'est-ce qui est disponible déjà et qu'est-ce qu'on peut utiliser? Comment on va combiner ces données? On a toutes ces variables. Il est possible qu'elles soient corrélées, pas corrélées, je n'en sais rien. En tout cas, il faut qu'on regarde comment on va les utiliser pour les mettre dans une modélisation. Et puis ensuite, on va faire cette modélisation et on va regarder son résultat. Alors, on va obtenir un score d'abonnement, un peu comme ce qu'on obtenait, on va dire, dans ce que proposait Sally. On va avoir un score d'abonnement. Ce score d'abonnement, s'il est élevé pour ceux qui sont abonnés, s'il est bas pour ceux qui ne sont pas abonnés, tout va bien. Mais par ailleurs, il peut y avoir des faux positifs, c'est-à-dire des gens qui se sont abonnés mais le score est bas, ou des faux négatifs, c'est-à-dire des gens qui ne se sont pas abonnés mais dont le score est haut. Il va falloir qu'on regarde quels sont les pourcentages de ces faux négatifs, ces faux positifs. Si ces pourcentages sont trop élevés, il va peut-être falloir se poser la question de faire autre chose. Et c'est de ça dont on va discuter maintenant. Parfait. Merci pour le teasing, Antoine. Alors, je vais repasser la parole à Thierry. Qu'est-ce qui a été vu? Qu'est-ce qui a été laissé de côté dans ces 2 propositions, finalement? Je dirais que vous avez tapé juste, parce que effectivement, c'est exactement poser ces questions-là avec les équipes data, avec les équipes insight. Les 2 approches sont extrêmement pertinentes. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait. Depuis plusieurs mois maintenant, les équipes data du monde ont effectivement mis en place un outil prédictif de l'abonnement chez ces lecteurs gratuits, c'est-à-dire, effectivement, comme le dit Antoine, un score de propension à l'abonnement qui est basé sur des données passives comportementales. Ce score de propension, il va intégrer effectivement des dizaines d'indicateurs quantitatifs. Il va être construit tout simplement en observant le comportement des lecteurs gratuits qui passent à l'abonnement. Et ensuite, on va effectivement, par le phénomène de lookalike que vous connaissez, donner à chaque lecteur gratuit un score de ressemblance à ce pattern. C'est le score de propension à l'abonnement qui est calculé entre 1 et 10. C'est exactement ce que l'on a fait. Alors, cette méthode, elle a vraiment des atouts indéniables pour nos équipes dans le groupe Le Monde, c'est qu'il va
donné une capacité intéressante à prédire quels lecteurs gratuits ont le plus fort potentiel de conversion. C'est ça que ça va nous permettre de faire. Mais surtout, et ça c'est probablement son atout majeur, c'est que cette approche est directement actionnable. C'est-à-dire qu'on est en mesure de créer des segments opérationnels très fins, ce qu'on appelle les chauds, les lecteurs chauds, qui sont prêts à franchir le pas de l'abonnement. Les tièdes, alors ces tièdes, ils sont en moitié du chemin, c'est-à-dire qu'ils ont quand même besoin d'un accompagnement spécifique pour passer à l'abonnement. Et puis, on a les froids, les lecteurs froids, qu'il faut peut-être éveiller ou réveiller avec des approches qui sont un peu plus différenciées. Donc, chaque segment, finalement, qu'on a construit, peut bénéficier de communication parfaitement calibrée. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Cela dit, ce n'est pas la formule magique qui résout tout, parce que le scoring data, il y a quand même ses angles morts. Si on sait effectivement qui va potentiellement s'abonner et quand, parce qu'on est capable de presque le déduire, on reste aveugle sur le pourquoi. Et ça, c'est quand même un manque de sens qui rend complexe aujourd'hui l'intégration de cet outil-là dans les équipes, notamment rédactionnelles ou de communication. Parce que les rédactions, les journalistes, ils ont besoin de comprendre des motivations profondes pour adapter leur approche éditoriale ou même leur stratégie communicationnelle. Donc, sans cette compréhension du pourquoi, les équipes, elles vont se baser sur l'expérience, sur leurs intuitions pour activer et ajuster le message d'activation. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est qu'il va y avoir une multiplication des A/B tests pour optimiser les campagnes. C'est un processus qui, vous savez, est un peu coûteux en temps et en ressources. Donc, voilà, on perd un peu de temps, finalement, à faire le passage de l'information dans ces équipes rédactionnelles ou de communication. Alors, c'est pour ça qu'on a un deuxième type de data, qui sont des data basés sur des déclaratifs, qu'on a mis en place depuis maintenant une dizaine d'années. Et effectivement, l'idée, c'est d'avoir justement une compréhension fine, comme l'a dit Marie-Laure, des motivations et des déclencheurs. Donc, finalement, ça va répondre à des questions comme qu'est-ce qui pousse réellement un lecteur à franchir le pas? Est-ce que c'est une actualité particulière? Est-ce que c'est une offre spécifique qu'on lui a proposée? Ou un besoin d'expertise qui émane à un moment donné de l'avis du lecteur? Donc, cette contextualisation, ça nous permet vraiment d'affiner considérablement de stratégie. Et l'autre point hyper intéressant de cette approche, c'est que c'est transverse. C'est-à-dire que quand on va donner, nous, des résultats aux équipes, on va parler à la fois aussi bien aux équipes rédactionnelles, aux équipes audience, aux équipes UX, aux équipes abonnement, mais aussi, on y reviendra tout à l'heure, aux équipes data. Elles sont ravies, les équipes data, d'avoir un retour sur leur score de propension à l'abonnement. C'est vraiment quelque chose qui les nourrit. Mais attention, effectivement, ce n'est pas non plus la seule solution qu'on doit mettre en évidence, parce qu'on a bien conscience que ces études déclaratives, elles ont des biais. Toutes les études déclaratives ont des biais. Le principal étant celui qu'on va peut-être davantage surpondérer les populations les plus engagées. C'est celles qui ont envie de nous répondre. Passer un questionnaire de 15 minutes, ça ne se fait pas en 2 minutes, surtout quand on n'a pas un lien très fort avec la marque. Donc voilà, on est plutôt dans une stratégie, on va aller rechercher finalement l'avis de nos lecteurs les plus engagés. Mais ça tombe bien parce que dans notre démarche, c'est sans doute ceux qui sont le plus proches de l'abonnement. Donc quelque part, ce biais, il n'est pas si biaisé que ça, je dirais. Et en fait, si je dois résumer un peu par rapport à notre relation avec ces deux approches, on a une conviction qui est très forte, qu'on partage beaucoup avec Philippe, avec Guillaume, c'est qu'on a intérêt à hybrider les deux approches parce que c'est pour nous la voie royale. C'est une hybridation qui va être intelligente parce que si le scoring data nous dit qui cibler et quand, les insights vont nous expliquer pourquoi et comment. Donc c'est vraiment vers ça qu'on est en train de s'orienter en ce moment. Alors, merci beaucoup Thierry pour ce bilan. On va se retourner vers Marie-Laure et Antoine. Donc c'est vrai que c'était un cas très stimulant parce qu'un certain nombre de choses avaient déjà été engagées côté Thierry. Et donc il a fallu produire de la valeur supplémentaire pour éclairer et trouver une approche qui permette d'aller plus loin que le démarrage d'hybridation qui a eu lieu avec Thierry. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter à la poubelle, ce que vous avez présenté au démarrage? Surtout pas, on va réutiliser ce qu'on sait déjà. Ça ne sert à rien de refaire ce qu'on connaît.
Donc, surtout, en fait, quand on regarde ce dont on dispose, via le surf, on a un scoring d'abonnement et les rubriques consultées. Dans l'enquête déclarative, on a également les habitudes de consultation des rubriques, politique étrangère, politique nationale, sport, vie intime, culture, etc., etc., avec une appétence sur ces rubriques. Donc déjà, on a un point de convergence là-dessus. Et également, on a posé les intentions d'abonnement, pardon, et on a construit un score d'abonnement. Donc un score d'abonnement d'un côté, un score d'abonnement de l'autre, et des rubriques d'un côté, des rubriques de l'autre. Donc au moins, ces deux variables, on va dire, qui sont avec pont, et qui vont permettre de relier les dispositifs. Alors maintenant, comment les relier? Eh bien, et c'est à partir des nouveaux abonnés numériques. Ces nouveaux abonnés numériques, on connaît leur surf passé, ils se sont abonnés. Quand ils s'abonnent, je pense que le monde adresse un welcome pack, bien sûr, pour les accueillir. Et dans ce welcome pack, eh bien, on propose d'intégrer les questions discriminantes que nous avons identifiées dans la typologie pour qualifier ces nouveaux abonnés. Et à ce moment-là, on récupère toutes les datas qui sont associées à ces nouveaux abonnés au niveau déclaratif et au niveau surf, pour pouvoir, en fait, après aussi par le système des lookalikes, élargir effectivement ce qu'on sait et comment on les aurait projetés à l'ensemble des prospects. Voilà. Donc, en fait, les variables pont, c'est les intentions d'abonnement, le scoring d'abonnement et les rubriques consultées. Et la population pont, ce sont les nouveaux abonnés entre les deux. On récupère, on colle les typologies et comme ça, effectivement, après, ça, c'est la data qui va permettre, effectivement, avec le système de lookalike, de requalifier les prospects afin d'essayer, effectivement, alors peut-être qu'il y en a qui seront dans les bonnes populations et d'autres qui ne seront pas dans les bonnes populations. Et c'est après, c'est un plan d'expérience qu'il faudra monter pour voir si c'est bien, etc., etc. Et réajuster aussi bien les scores que les variables. Et ça, c'est le rôle d'Antoine. Voilà, et donc effectivement, pour Thierry après, ça leur permettra d'avoir sur ces populations des insights pour motiver les abonnements et s'adresser directement aux populations engagées. Alors, merci Marie-Laure. Donc là, on voit sur cette première slide, hein, l'idée, c'est, comme tu l'as dit, de créer un pont, donc des variables qui permettent de relier à la fois le déclaratif au comportemental, avec ce double niveau d'enquête, à la fois prospects et nouveaux abonnés. Donc ça, c'est, je dirais, la mise en place au lancement du projet. Et ce que va nous présenter maintenant Antoine est également extrêmement intéressant, c'est de voir comment ce dispositif va vivre en quelque sorte un peu de lui-même. Je te passe la parole, Antoine, et je montre la slide. Oui, merci Philippe, merci Marie-Laure. Oui, je crois que ce qui est important d'avoir en tête sur cette approche hybridée, c'est qu'il va y avoir un cercle vertueux par lequel l'approche Insight va s'améliorer et l'approche Data va aussi être optimisée. Alors, ce cercle vertueux, comment il va fonctionner? On va d'abord commencer par l'approche Insight. Le fait que l'intention d'abonnement ou d'achat soit biaisée, ça on le sait depuis Mathusalem, depuis bien avant la sortie du film dont parlait Guillaume tout à l'heure. C'est une question qui se pose depuis toujours. Et donc, dans l'approche étude classique, on aurait posé l'intention d'achat, puis quelques mois après, on aurait vérifié ce que dit la personne, toujours sur les déclaratifs. On serait resté sur le déclaratif. Là, avec l'approche Insight, on va pouvoir introduire dans cette modélisation qui combine l'approche déclarative et ce qui s'est passé réellement, voilà, le surf réel, le comportement réel du client, ça va permettre d'améliorer ce lien qu'on cherche depuis toujours, entre l'intention déclarée et ce qui se passe réellement. Ce lien, il va être amélioré parce qu'on va apporter du comportement réel mesuré. Ça, c'est d'un côté sur l'approche Insight. Sur l'approche Data, là aussi, celle-là, elle va être optimisée. C'est ce que disait Thierry, hein, les équipes Data, elles veulent un feedback. Et ce feedback, il va venir comment? Il va venir du fait qu'on va pouvoir améliorer la pondération, en quelque sorte, des différentes composantes pour améliorer la prédictivité du score qu'on calcule à partir de ces différentes composantes. Donc, on voit ce cercle vertueux qui se met en place entre les deux approches, chacune se nourrissant l'une de l'autre
Et très concrètement, hein, ça donne des trucs business extrêmement intéressants, je présume, puisque ça va, par exemple, nous dire que quelqu'un qui déclare « bah oui, je vais m'abonner au Monde parce que je suis intéressé par la politique internationale », en fait, il s'abonne au Monde pour aller lire les articles de Maya Mazorel sur les sextoys. Donc, je veux dire, ça permet de comprendre exactement ce qui est conscient et inconscient dans le processus de décision du consommateur. Merci beaucoup, Antoine. Peut-être une réaction, Thierry, sur cette approche hybridée? Non, je trouve ça effectivement top de mélanger ces deux approches. Moi, j'y vois deux vraiment bénéfices. Hein. Déjà, on a pour tous, partagé pour tous les, je dirais, les départements liés à l'abonnement, on a une vision holistique du lecteur de gratuit. Donc, on peut parler à tous de la même chose. Ça, c'est vraiment un point important. Et puis, le deuxième point, je trouve, qui est vraiment hyper intéressant, c'est que ça va rapprocher deux cultures. La culture des gens qui ont la culture de la data et la culture des gens qui ont la culture de l'insight. Pour les gens de la data, effectivement, ce que nous, on a commencé à faire, effectivement, et ça va tout à fait dans le sens de ce que proposent Antoine et Marie-Laure, c'est effectivement de bien mixer ces deux approches justement en nourrissant le scoring data de données déclaratives. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement vertueux et travailler effectivement dans le temps. Pour les gens de la data, c'est hyper important pour eux de comprendre que leur algorithme s'améliore avec le temps grâce à justement l'incorporation de ces données déclaratives. Donc, quelque part, ça va ajouter chez eux une dimension nouvelle et ça va donner beaucoup de sens à leurs algorithmes. Ça, c'est le premier point. Et puis, pour les gens de l'étude, ça va un tout petit peu changer la perspective parce que on va être davantage dans une culture du questionnaire opérationnel. Marie-Laure le disait tout à l'heure, plus tourné vers la performance et de la conquête. Aujourd'hui, avoir une explication globale, c'est extrêmement utile, mais derrière, les équipes nous disent, mais concrètement, ça change quoi? Quel type d'insight va être le game changer pour moi qui travaille à l'abonnement? Donc, ça va vraiment apporter aussi cette culture de la performance au côté insight, et je trouve justement le mix extrêmement intéressant. Peut-être juste à ce stade, on peut prendre une question de Nathalie qui demandait en fait si le brief, est-ce que le brief il se ferait en même temps des deux équipes ou est-ce qu'il se ferait de manière décalée en fait? D'abord l'analyse data, ensuite on va chercher le pourquoi. Ah ben nous, en fait, on met les deux. En fait, dans notre fonctionnement actuel, on met des spécialistes de la data avec des spécialistes des insights et on a le même brief, il est partagé par tous. Donc, quelque part, ça crée des ponts naturellement. Les gens vont se parler, vont changer, ils vont se dire, voilà, j'ai besoin de quoi pour travailler et moi, j'ai besoin de quoi. Et effectivement, on va mener quelque part des choses beaucoup plus cohérentes et fluides. On le fait déjà. Alors, la parole est à vous dans la salle, donc n'hésitez pas à remonter vos questions. On avait deux questions. On avait la question effectivement sur le brief, est-ce qu'on briefe les équipes ensemble ou comment on les fait travailler ensemble de manière interactive. Une question, mais auquel on a, je pense, partiellement ou totalement répondu de Florence sur qu'est-ce qu'on met en place pour minimiser l'impact du surdéclaratif. Et ça, je pense que l'approche itérative, on l'a expliqué. Évidemment, on est dans un secteur qui est spécifique, mais cette problématique d'acquisition client, elle peut se décliner dans un tas de secteurs différents. Donc, on est à l'écoute de vos questions éventuelles, que ce soit sur la méthode, que ce soit sur le mode de collaboration. On est à l'écoute de vos commentaires ou de vos questions. On va laisser un petit peu de temps. C'est comme dans une vraie salle où on peut passer à la séquence. Oui, sinon on peut passer à la séquence, ouais. Et puis la séquence suivante. pourra... On revient. Est-ce qu'il y a des limites? Alors là, on a plusieurs questions. Est-ce que
est-ce qu'il y a des limites à l'approche et si oui, lesquelles? De Florence et Gildas qui demande comment on gère l'articulation dans le temps. Je ne sais pas si Gildas, tu peux un tout petit peu préciser ce que tu entends par l'articulation dans le temps. J'imagine que tu voulais dire, est-ce qu'on collecte régulièrement en déclaratif? En déclaratif, en tout cas, dès qu'il y a un nouvel abonné, forcément, il va avoir son questionnaire proposé dès lors qu'il s'abonne. Donc là, ça va être au fil du temps. Après, tout est question en fait, de volume. S'il y a 5000 abonnés tous les jours, forcément, voilà, ou 100 abonnés tous les jours. Donc, ça, en fait, la réponse, elle va se dépendre en fait, du volume. Et les moyennes, on va dire, on les calcule avec le monde. C'est en fonction de ses retours. Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est trimestriel? Etc. Et ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance tant qu'on n'a pas les volumes. Et c'est vrai qu'il y a ce point-là qui est très intéressant, qui est cette approche un peu en continu. Mais c'est du fil rouge continu. Exactement. Ce qui est une approche un peu différente de ce dont on a l'habitude dans les études déclaratives où on est plutôt en one-shot. Là, on rentre vraiment dans un circuit en continu avec des données comportementales qui, elles, ne s'arrêtent jamais, quelque part. Alors après, est-ce que sur les modélisations et les lookalikes, il faut attendre un petit peu pour projeter sur la base, etc. Ça, c'est effectivement l'expérience qui le dira. Alors, il y a une question pour Thierry aussi, à part de Stéphane, que je salue au passage. Les équipes Data Insights sont-elles rattachées au même département? Y a-t-il des problèmes de territoire? Qui finance tout ça? Alors, il n'y a pas de problème de territoire. Je trouve que vraiment, dans le groupe, ça fonctionne de manière hyper fluide. Celui qui va être à l'origine de la demande, c'est le service abonnement. C'est lui qui va effectivement pouvoir piloter tout le processus et c'est lui, effectivement, qui va avoir le budget. Les équipes data sont plutôt rattachées au DSI et les équipes Insight sont plutôt attachées à l'audience. Donc, en fait, on a des départements différents, mais il y a cette fluidité qui s'est vraiment instaurée. C'est peut-être spécifique au groupe. En tout cas, ça fonctionne très bien et c'est très, très vertueux. Est-ce qu'il y a des choses qui ont facilité la fluidité? Oui, en fait, c'est ce lien qui est créé en permanence et effectivement, le fait qu'on soit tous alignés sur le même objectif de développer l'abonnement, ça met tout le monde en ordre de marche. Alors, il y a quelques autres questions. Une question un peu de méthode, mais qui peut s'appliquer de manière plus générale, c'est l'utilisation de l'IA générative pour dépouiller du déclaratif. Alors, nous, on le teste aujourd'hui dans les équipes UX. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont beaucoup mener des études déclaratives et ils ont effectivement des agents qui vont les aider à dépouiller. Je ne l'ai pas encore mis en place côté sur des études quantitatives, mais je ne vois pas de raison de ne pas le faire. Voilà. On a beaucoup de sujets IA et il faut simplement les prioriser et pas que… je sais qu'il y a 95% des projets IA qui tombent à l'eau, donc on a envie de prioriser et de les faire bien. Ça fait partie des choses que j'ai envie de développer, mais que peut-être sont plutôt secondaires par rapport à d'autres. Une question peut-être pour Antoine. Est-ce que la réduction d'un questionnaire long à un corpus de questions limité amoindrit la qualité de l'attribution aux différents segments? Et comment le gérer, le cas échéant? Pierre-Alain, je salue aussi. L'attribution à différents segments, c'est un problème de prédiction. Et donc, quand on fait un modèle prédictif, c'est mieux de ne pas avoir trop de variables explicatives. Parce que quand on a trop de variables explicatives, ça réduit la précision de la prévision. Donc, au contraire, effectivement, il vaut mieux essayer de réduire. Alors, il ne faut pas trop le faire parce que sinon on peut perdre en prévision. Il y a une espèce de courbe en cloche comme ça, mais en avoir trop aussi, ça réduit la qualité de la prévision parce qu'il y a trop de variance. Donc c'est souvent préférable de chercher à limiter le nombre de variables qu'on met dans un modèle prédictif. Il faut trouver le bon curseur. Ok, merci Antoine. Et une dernière question de Noélie. Complètement dans la logique de quand Harry rencontre Sally, c'est est-ce qu'on peut capitaliser cette approche pour d'autres clients? Est-ce que ça aboutit au développement d'une offre commerciale? Là, non, mais clairement, cette approche, elle est déclinable sur plein de secteurs. Et
ce dont on parlait tout à l'heure, justement, de la logique de flux, je pense qu'elle est essentielle et on peut la décliner partout. Je ne sais pas si Marie-Laure ou Antoine, vous voulez… On l'a fait dans plusieurs secteurs et ça a donné des résultats, hein, donc c'était intéressant. Et après, il faut effectivement avoir la capacité de tout gérer en interne. Voilà, Oui. il y a ça aussi. Oui, c'est un… C'est aussi un point quand même qui est important, l'intégration de toutes ces données, c'est quand même complexe, donc il faut pouvoir y aller ou être bien accompagné, mais en tout cas, oui, ça marchait dans des plus petites structures. Merci pour vos questions. On va continuer En fait, on va passer à la rubrique suivante qui te tient à cœur, Guillaume, et tu as raison. C'est la question de la traduction simultanée. Alors, croyez-le ou pas, mais un thème est arrivé assez spontanément de la part de Marie-Laure et Antoine, et un thème qui est quand même directement en lien avec le titre de cette émission. Donc, on va écouter d'abord Marie-Laure, puis Antoine, nous dire ce qu'ils entendent par ce terme qu'on entend très souvent, l'engagement. Marie-Laure. Alors, l'engagement, déjà, dans les études, vous le savez, déjà, il n'y a pas d'engagement s'il n'y a pas de confiance. Donc, avec le monde, effectivement, je pense que si les lecteurs vont sur le monde, c'est qu'il y a une certaine forme de confiance qui est déjà établie. Mais ça ne suffit pas. Après, il faut être dans les items qu'on pose, c'est en fait c'est le croisement avec les items de proximité, est-ce que je me sens proche de la marque, et surtout de recommandation. C'est ça qui va faire l'engagement vis-à-vis de la marque. Donc, c'est ces trois critères, le socle, la confiance, croisé par la proximité et la recommandation. Donc, on est sur évidemment des questions attitudinales, propension des répondants à avoir tel ou tel comportement. Et quand on parle engagement côté data, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Alors, bien évidemment, on va parler d'un engagement comportemental. Voilà, il y a l'engagement attitudinal, on va pas en arriver là. L'engagement comportemental, c'est le comportement de surf des lecteurs du monde. Combien, quoi? C'est ça l'engagement dans ce cas-là. C'est un engagement qui est basé sur des comportements mesurés. Très bien. Donc, on voit au travers de ce simple terme comment il peut être entendu de façon extrêmement différente d'un côté et de l'autre, et dans quelle mesure aussi il y a un vrai intérêt à avoir cette double vision sur les notions d'engagement, puisque à nouveau l'une va nourrir l'autre. Donc, merci beaucoup pour ce retour. Alors, très rapidement, en 1 ou 2 minutes, si on prend un peu de recul par rapport à ce que cette rencontre change vraiment, on voit qu'il y a quand même beaucoup de bénéfices qui sont associés à ce rapprochement des deux mondes. On peut lister rapidement une compréhension augmentée. On a une meilleure appréhension de ce qui se trame, de ce qui se passe. On voit aussi qu'on arrive beaucoup plus facilement à activer les résultats. Et cette activation, on le voit aussi, elle est en continu. Et cette activation en continu va permettre, comme Antoine l'a évoqué tout à l'heure, un apprentissage en continu pour travailler segment, canal, message, et au fur et à mesure gagner en pertinence et en impact et en performance sur ces éléments-là. Et moi, ce sur quoi je voudrais insister également, c'est qu'on voit au travers de tout ça la création de valeur pour toutes les parties prenantes qui sont engagées, et une création de valeur dans la durée. Par exemple, évidemment, pour Le Monde, c'est extrêmement intéressant puisque ça permet à la marque d'améliorer son acquisition, donc de développer son chiffre d'affaires, et Thierry nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est une question vitale pour l'existence de la marque. Et on a vu également l'intérêt des équipes à travailler ensemble, à sortir de leur sillon pour faire collaborer les silos entre eux au travers de ce langage commun qu'on crée avec l'hybridation des données. Donc
voilà ce que je voulais partager rapidement, Guillaume. Et je te passe la main pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci encore à Thierry, Marie-Laure et Antoine. Merci Philippe. On est complètement dans cette logique-là, hein, et l'objectif et l'envie qu'on a en arrivant au terme de ce premier épisode, c'est d'essayer d'installer, en fait, et c'est pour ça qu'on le construit un peu comme une série, d'installer ça dans le temps, parce qu'on est encore une fois convaincu que cette collaboration, cette complémentarité, elle a énormément de sens dans différents domaines. Là, on a parlé d'acquisition. J'espère que dans d'autres, lors des prochains épisodes, on parlera d'autres thématiques. Ça peut être des thématiques de fidélisation, ça peut être des thématiques diverses et variées, mais qui vont faire collaborer, en fait, ou qui montrent des chemins de collaboration et de complémentarité entre les spécialistes data et spécialistes insight. Donc, l'idée ce matin, de ce premier épisode, c'était d'éveiller, si je puis dire, à la complémentarité insight data pour répondre à des problématiques business, de pouvoir également vous donner envie d'assister à d'autres épisodes. L'objectif, c'est de fonctionner sur une fréquence idéalement pour commencer trimestrielle, autour de problématiques réelles côté client. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter si vous souhaitez nous faire plancher sur une problématique, que vous soyez client, que vous soyez freelance data, freelance insight, que vous ayez rencontré des problématiques sur lesquelles vous dites « Ah, ça pourrait être intéressant en fait d'avoir une collaboration entre nous ». C'est vraiment l'idée en fait de ces webinaires. Donc on était très heureux de vous avoir ce matin pour démarrer la journée. J'espère qu'on vous a appris quelque chose, que ça vous a éveillé sur cet intérêt de la complémentarité. Et on va vous demander un tout petit effort encore supplémentaire, c'est que dans les heures qui viennent, vous allez recevoir un court questionnaire pour avoir votre feedback. Là, c'était la première session, donc pour nous, c'est vraiment essentiel d'avoir vos impressions, vos retours, vos idées pour à la fois comprendre ce qui fonctionne, ce qu'on peut potentiellement améliorer, s'il y a des choses qui étaient plus difficiles à comprendre que d'autres, puisque l'objectif, c'est de se développer dans le temps et d'avoir cette série à minima trimestrielle qui arrive relativement rapidement. Donc, encore une fois, très bonne journée à toutes et tous. N'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, on peut d'ores et déjà, nous, de notre côté, construire des équipes multicompétences. C'est aussi un des objectifs de Zoulou dans les mois et dans les années qui viennent. Et pour ceux qui veulent nous croiser dans les jours à venir, on sera au Printemps des études jeudi et vendredi avec un stand et une conférence vendredi. Donc, on sera également heureux de vous y retrouver. Merci à toutes et tous. Merci encore à Thierry, Marie-Laure, Antoine et Philippe. Et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à toutes et tous.